On va voir une présentation maintenant par Fougère Augustin sur le rôle du climat dans les budgets d'allocation basique de 72 bassins versants forestiers du Québec. Merci. Bonsoir. C'est moi, je travaille sur l'altération des minéraux des sols en sol forestier, en fait. Et je vais vous présenter une partie des résultats de mes recherches. Le contexte, en fait, dans les années 80, on parlait beaucoup de pluie acide, mais il y a des études récentes ont démontré que ça représente toujours un problème pour les écosystèmes terrestres et aquatiques. On sait que la sensibilité des écosystèmes forestiers non aménagés, ça dépend essentiellement de leur capacité en fait, à fournir des cations basiques pour tamponner l'acidification, pour aussi nourrir, soutenir la croissance forestière. Et il y a deux sources essentielles de cations basiques. Les cations basiques, ça arrive à partir de l'atmosphère, des dépositions atmosphériques de cations. Il y a aussi les sols qui vont fournir des cations basiques à partir de l'altération des minéraux. Il y a eu des mesures pour réduire les dépositions atmosphériques, les dépôts acides. Donc la réduction des dépôts acides, c'était accompagné également d'une réduction des apports atmosphériques de cations basiques dans l'environnement aussi. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est à partir du sol, la quantité de cations libérées, ça va dépendre de plusieurs facteurs et de plusieurs processus également. J'ai cité par exemple l'hydrologie, la dynamique de la croissance forestière, la géochimie, les réactions d'altération aussi, la vitesse de ces réactions-là va déterminer la quantité de cations libérées dans l'environnement. Et le type de matériel parental du sol aussi, tout ça, ce sont des facteurs qui vont déterminer la quantité de cations qui va être libérée. Donc l'objectif de cette étude, c'était dans un premier temps d'estimer des budgets de cations basiques, en fait l'exportation de cations basiques du bassin versant, là, ça va alimenter les cours d'eau, les lacs et tout ça. Donc déjà d'estimer l'exportation de cations basiques et ensuite de tenter d'isoler et de quantifier l'impact de facteurs environnementaux qui contrôlent ces budgets de cations basiques. En fait. Ce qui arrive, c'est que, j'ai sauté cette partie-là, c'est que il y a des liens, il y a des études qui ont établi des liens on a découvert qu'il y a des liens entre les budgets de cations basiques et des variables environnementales, ce que je viens de mentionner auparavant. Donc, quand je parle de budget de cations basiques, je mets où leur concentration dans les eaux des lacs. Donc, les eaux de surface, ça va être alimenté en cations basiques à partir de ce qui est exporté dans le bassin. Et souvent, dans ces études-là, les facteurs environnementaux ont été considérés individuellement. Donc, il y a eu très peu d'études à considérer de manière intégrée les facteurs environnementaux qui ont tenté d'analyser les effets synergiques ou antagonistes de plusieurs facteurs considérés simultanément. Donc, voilà. Donc, quand je dis qu'on va essayer d'isoler et de quantifier l'impact de plusieurs facteurs considérés simultanément, donc c'est ça qu'on tente de faire dans cette étude-là. Nos sites sont localisés à travers le Québec, là, depuis l'Outaouais jusqu'à la Côte-Nord. 72 bassins versants forestiers. Donc, c'est tous des bassins versants lacustres. Donc, on a considéré des lacs de tête. Et faut dire aussi qu'ici, les sites sont distribués de manière à couvrir plusieurs grands gradients environnementaux. Ça couvre un gradient climatique, en fait. Au niveau du type de végétation aussi, plus on était vers le sud-ouest, il y avait de feuillus, et plus on allait vers le nord-est, c'était plus des conifères. Mais globalement, ce sont des forêts mélangées, en fait. Voilà ce que je peux dire sur ça. Donc, au niveau, pour l'échantillonnage, ce qu'on a appris, en fait, on a échantillonné l'eau du lac. C'est pas évident avec ce nombre de sites-là et puis sur cet espace-là, et puis c'est pas toujours accessible, donc ça a été fait en hélicoptère. On a échantillonné
les lacs 2 fois par an, en mai et en novembre, pendant 8 ans, entre 1989 et 1996. Donc au total, c'est 16 échantillons d'eau qui ont été prélevés par lac. Et, on a pris des échantillons à 5 mètres de profondeur au centre des lacs. Et les échantillons ont été analysés dans une période de 24 heures après les prélèvements. Et on a utilisé dans un premier temps la spectrométrie d'absorption atomique dans les premières années, mais d'autres techniques plus performantes ont été disponibles après, donc on les a utilisées par la suite. Donc, comment on a fait pour calculer les budgets? Donc on a utilisé cette équation. Donc globalement ce qu'on a pris, c'est la différence entre les précipitations, enfin, les retombées atmosphériques de cation basique et l'exportation, en fait, qu'on aurait pu considérer s'il y avait un exutoire à l'exutoire des bassins versants, s'il y avait un seuil jaugeur qui était installé, on aurait pris la concentration de l'eau, qu'on aurait multiplié par le débit à l'exutoire, mais nous, on ne pouvait pas faire ça pour 72 lacs, là, et puis ce n'était pas toujours possible de le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est pour EX, en fait, l'exportation de l'élément, on a pris la concentration de l'élément au centre du lac, qu'on a multiplié par le on-off qu'on avait estimé en faisant la différence entre les précipitations totales et l'évapotranspiration. Ces deux paramètres-là ont été estimés simulés avec le modèle Biosim. J'ai ajouté ce terme-là pour vous montrer. En fait, ça, c'est le changement. On sait qu'on est dans un milieu, il y a la végétation, donc il y aura du stockage dans la végétation, il y aura du stockage dans le sol aussi. Et, les forêts, dans l'aire d'étude, ces forêts-là, c'était des forêts matures où il n'y a pas eu d'intervention au cours des dernières décennies, en fait. Donc, on a considéré qu'il y avait un état d'équilibre stationnaire entre ces deux paramètres-là. Donc, ça, on l'a négligé pour faire nos calculs. De même, au niveau des lacs, c'est des lacs oligotrophes où ces genres de cations-là, c'est pas limitant dans ces lacs-là. Contrairement, si on prend l'élément comme le phosphore ou l'azote, peut-être qu'il peut y avoir des changements importants. Donc, on a considéré que la concentration qu'on avait, c'était à peu près équivalent à ce qu'on aurait pu mesurer à l'exutoire de bassin. Donc, ce paramètre-là, ce terme-là, on l'a laissé tomber aussi. On l'a négligé pour faire le calcul. Donc, les variables environnementales qu'on a mesurées aussi, ou alors qu'on a quantifiées, généralement, ce n'était pas évident d'aller chercher ça ou d'installer des stations à chaque bassin versant non plus. Donc, c'est souvent des données simulées, notamment pour les données bioclimatiques, mais il y a d'autres données qu'on a extraites à partir des 4 qui existent. Et je ne vais pas vous expliquer les méthodes d'extraction pour chaque donnée, là, sinon on ne fait que ça pour le reste du temps. Donc, pour analyser mes données, dans un premier temps, j'ai fait une partition de variance pour essayer de regarder l'importance de ces 3 groupes de variables environnementales pour expliquer la variabilité de mes budgets. Dans un deuxième temps, je suis allé chercher je vais vous montrer les variables qui ont été sélectionnées dans ces analyses-là pour regarder les variables individuelles qui ont pu avoir un effet. Donc, en faisant la RDA, je regarde ça de manière intégrée. Je regarde aussi bien les effets des facteurs environnementaux et en même temps, je regarde aussi l'interaction. Je tiens compte de l'interaction entre les différents cations basiques. Et au final, à la fin, en fait, j'ai considéré chaque cation basique individuellement et je vais essayer pour voir quel type de facteur va agir sur telle cation. En fait.
Donc au niveau des résultats, je vous montre les résultats les budgets calculés. Là, je ne vous montre pas tout pour les 72 bassins. Je présente juste un sommaire. Je mets les signes négatifs, c'est pour vous montrer que l'exportation était plus importante que les valeurs, les apports atmosphériques. Donc tous les bassins versants étaient en train de perdre des cations, en fait, de perdre des cations. Donc les lacs étaient en train de s'enrichir en cations basiques. On voit également que le calcium perdu, là, ça représentait, si on fait la somme des trois autres, là, c'est 2 fois plus. Seulement le calcium représentait 2 fois plus de pertes, là, en termes de pertes, disons. J'ai comparé ces résultats aussi avec ce qui se trouve dans la littérature et on a observé que les valeurs estimées ici, c'était dans le range de ce qui est estimé à travers l'Est américain. Voilà, donc là, je vous montre la décomposition de la variance ici. Ce qu'on peut voir, c'est que les variables, le groupe CLM, c'est le groupe de variables bioclimatiques. Géo, c'est pour les paramètres géographiques topologiques. Et puis ici, ion, c'est en termes de source d'ion. Ça tient compte de la lithologie, des dépôts de surface et tout ça. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que en termes d'effets simples, le groupe qui représente les facteurs bioclimatiques, c'est expliqué 7,5% de la variance. Et c'était en termes d'effets simples, c'est le groupe qui était le plus fort. Et on voit aussi que c'est certain que évidemment l'interaction entre les trois, là, c'est ça qui explique le plus de variance. Mais l'interaction entre le climat et les sources d'ions, c'est ça qui détermine aussi, c'était déterminant en termes d'explication de variance aussi. Donc, l'ensemble du modèle, ça nous permet d'expliquer près de 60% de variance ici. Et les effets reliés au climat, j'ai essayé de calculer les effets reliés au climat, qu'est-ce que ça représentait de la totale de variance expliquée. Les effets reliés au climat, ça paraissait le plus fort, c'était à peu près équivalent aux effets reliés aux sources d'ions en fait. Pour les effets reliés aux variables géographiques, c'était quand même plus faible par rapport aux deux autres. Bon, ça, ça fait ça là, je vais vous demander d'oublier ce trait-là parce que je l'ai mis ici et puis ça s'est apparu comme ça. Donc ici, ça c'est le résultat de la RDA. C'est pour vous montrer les variables qui ont été les plus significatives. Et puis essayer de voir, de quantifier en fait en termes de proportion de variance expliquée par chacune de ces variables-là que j'ai noté ici. Donc on voit que l'ITO 49 et l'ITO 45, ça nous parle de la lithologie, c'était essentiellement la lithologie. Quand ça contenait des carbonates, l'ITO 49, et ici l'ITO 45, c'est la présence de gneiss et puis des autres orthopéocènes granitolithes. Donc, la température moyenne annuelle de l'air pendant la saison hivernale, ainsi que ces deux paramètres, l'ITO 45 et l'ITO 49, ça influençait positivement la libération de cations basiques et donc le budget de cations basiques dans l'environnement, enfin, dans les bassins versants. Alors que le nombre de jours de gel et puis les précipitations sous forme de neige, ça influençait négativement ces paramètres-là. Donc, en termes de contribution relative à la variance expliquée, le climat paraît ici le plus fort, avec 46% de variance expliquée, suivi par l'ITO 49, 6,7% de variance et précipitation avec 4,0%. Donc ici, je vous présente les résultats pour les cations individuelles. On a développé donc des modèles qui expliquaient entre 28, disons, et 67% de variance. C'est des modèles assez puissants. Ce qu'on voit dans les différents modèles, on voit que le climat est pratiquement toujours présent. Donc, quand on voit, ça c'est la température. La température,
la température encore, et puis les précipitations ici, la température plus haut aussi. Donc, il y a une présence du climat. NFD, c'est le nombre de jours de gel, donc la présence du climat. Donc, le climat apparaissait dans tous les modèles. Et on voit aussi les dépôts de sulfate avaient une influence positive aussi sur les budgets de calcium. Il y a d'autres variables de moins d'importance, en fait, des facteurs qui étaient des variables morphométriques des lacs qui paraissaient aussi. Ce qui a été un peu surprenant pour nous, c'est parce que dans les modèles pour le sodium et le potassium, on ne voit pas la minéralogie, en fait. Donc on pense que le fait que la minéralogie, il y avait une superposition entre le climat et la minéralogie, c'est la faiblesse peut-être de type d'analyse, des méthodes d'analyse qu'on a utilisées aussi. Donc ça a fait que le climat, le gradient était peut-être plus fort, ça a exclu ces variations. Voilà, donc globalement l'étude a démontré que les variables climatiques jouent un rôle important. Donc on est dans un contexte de changement de climat. Donc c'est intéressant d'aller chercher ce genre d'informations-là pour éventuellement faire des planifications ou conseiller, rapporter ça aux décideurs qui vont prendre des décisions par rapport à ça aussi. Ce qui serait intéressant de faire, ce que je viens de reconnaître tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de données fines sur les sols. Peut-être qu'en apportant plus de données plus fines sur la minéralogie ou d'autres paramètres pédologiques, peut-être qu'on pourrait mieux quantifier l'effet du climat, en fait. Et puis, pour comprendre, pour quantifier l'effet du climat sur ce genre de phénomène-là, ce serait intéressant aussi de développer des approches expérimentales pour suivre la variabilité temporelle des budgets dans un bassin. On considère un bassin versant et puis on regarde comment ça varie au cours des années. Ça nous donnerait des informations encore plus précises. Mais ce n'est pas évident, mais on est en train d'y réfléchir et de travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a le temps pour des questions. Merci. Donc, la température est positivement la dégradation de l'âge pour libérer les cations basiques. Mais est-ce que ça influence aussi l'eau où il y a des cations, des anions, donc l'acidité de l'eau? Oui, ça c'est une bonne question. Mais comme je l'ai dit, on a fait l'hypothèse que ça va pas. Une fois que les cations vont arriver dans l'eau, on considère qu'il y a peu d'influence sur la concentration de ces cations-là. Mais l'autre chose que tu demandes, c'est que c'est difficile de considérer ce qui se passe dans l'eau pour expliquer les phénomènes qui se passent dans l'eau pour expliquer les budgets, l'exportation de cations au niveau du bassin, en fait. C'est parce qu'à partir de là, on ne va pas s'en sortir. On ne sait pas si ce qui se passe dans l'eau, c'est une conséquence ou si c'est la cause. Je pense que ça va être difficile d'expliquer la cause avec ça, en fait. Mais c'est une bonne question, on l'a eu déjà. J'aurais une question bête. Pourquoi les données sont de 89 à 96? Est-ce que les données ne sont pas plus vieilles? Parce que ce n'est pas un profil contemporain. Non. Pourquoi les données sont de 89 à 96? Oui, vos données sont de 100 ans. Et donc, elles datent d'il y a presque 20 ans. Oui. Pourquoi se baser sur des données historiques, en fait, des données plus contemporaines? Pourquoi on ne se base pas de données plus contemporaines pour faire cette étude-là? Ce sont des données qui ont été utilisées dans d'autres études. Donc, il faut dire aussi que les variables climatiques considérées correspondent également à cette période-là aussi. Alors, la question plus simplement encore, c'est quel est l'intérêt d'un truc aussi historique? Je comprends que c'est il n'y a que 20 ans, mais quel est l'impact de nous de savoir ça maintenant, puisque l'eau transformée l'a été il y a maintenant 20 ans? Si par exemple on faisait ça aujourd'hui, donc le résultat de cette étude-là, ça serait pour un instant donné. Oui. Donc, étant donné que ces études-là, enfin, ces données-là sont disponibles, pourquoi ne pas travailler avec ces données-là aussi?
Le problème, monsieur, avec ces données anciennes, pour savoir pourquoi prendre des données qui datent, qui font un portrait d'une chose qui est passée, et non pas un phénomène sur lequel on peut toujours intervenir maintenant. Savoir que l'eau en 96 était plus ou moins ceci, ça, je peux comprendre l'intérêt scientifique de la démarche, mais en quoi est-ce que ça a un impact sur ce qu'on peut faire maintenant sur l'eau, puisque les données sont anciennes, entre guillemets. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas agir sur l'eau, en fait. On essaie de comprendre un processus qui se passe dans un bassin versant, dans l'environnement. Et puis, ces données-là nous permettent d'avancer, en fait, dans cette réflexion-là. Et c'est parce que là, ma remarque, c'est, si je suis très méthodologue, c'est dans ce genre de démarche-là, moi je dirais d'entrée de jeu, notre démarche est purement une démarche méthodologique. Oui. On prend des données qui sont historiques parce qu'on ne travaille pas sur un impact éventuel. Exactement. C'est bon. Merci beaucoup. Non, ça va. Oui, merci pour la présentation. Le problème que j'ai, moi, c'est de comprendre votre rapport dans la recherche. L'opération Sauterelle des années 90, de ces 72 lacs, est-ce que c'est vous qui faisiez l'échantillonnage ou les données étaient disponibles par le ministère? Les données étaient disponibles, en fait. Parfait. L'échantillonnage des lacs, ces données-là étaient disponibles, en fait. Parfait. Donc, vous êtes parti d'une base de données. Je suis parti de cette base de données-là pour les lacs, mais les autres données que je suis allé chercher, les données environnementales, c'est moi qui ai fait le travail d'aller chercher ces données-là pour essayer de les relier. OK. Ouais. Donc, l'exercice, essentiellement, c'était de compléter l'information. Exactement. Une base de données qui existait déjà et de faire une analyse pour essayer de comprendre l'influence dans la part d'explication des phénomènes, de ces variables ajoutées. Ouais. Et étant donné que il faut voir le volume de travail que ça représente aussi. D'avoir une base de données aussi importante, c'est pas évident, c'est beaucoup de travail, c'est des années de travail. En fait. Il y avait une question au fond. Les données, l'eau des lacs a été récoltée par hélicoptère, alors c'est ça qui était écrit, je crois? Alors, oui, par hélicoptère. Puis ils descendaient sur le bord de l'eau, puis ils ramassaient de l'eau, puis ils s'en allaient? Non, ils ont. Faut oui. En fait, on a déterminé le centre du lac. Donc, une fois qu'on a le point, là, on a les coordonnées du point, on est allé au centre des lacs et puis on prend l'échantillon, on fait le prélèvement. En fait. Est-ce que l'hélicoptère est en marche quand il... Mais oui! On se coupe les moteurs. C'est ça. Mais l'hélicoptère doit rester en marche, il ne va pas atterrir dans l'eau. C'est peut-être que je n'ai pas bien compris la question. S'il vous plaît. C'est ça. En fait, c'est comment ils font, je ne comprends pas bien. Ils vont mal l'hélicoptère s'approcher de l'eau, puis là, tomber dans l'eau. Tu lâches ton ton. Ben, tu sais, si tu as une canne, par exemple, tu veux aller chercher l'eau à une certaine profondeur, tu trouveras une méthode de le faire quand même. Ben, c'est la même façon, c'est la même chose. Ils savent à quelle profondeur ils vont aller. Ben, ils vont chercher, une fois qu'ils sont sur place, ils savent que c'est à cet endroit-là qu'ils veulent prendre l'échantillon. Donc, on ramasse l'échantillon à une profondeur donnée, en fait, à ce moment-là. Mais ils ne descendent pas dans l'eau avec l'hélicoptère. Une question pour M. Sauvé. Question petite théâtre. J'ai vu qu'il y avait une relation entre le flux de calcium et l'apport de sulfate. Oui. Est-ce que dans tes données, tu pourrais voir faire un bilan de soufre et voir est-ce que ton soufre peut expliquer une partie du comportement de tes cations? Certainement. Le soufre, c'est quand on considère, on a utilisé le soufre dans ces données-là, c'est pour tenir compte des apports acides, en fait. Donc, ça, c'est très cohérent, les résultats qu'on a ici, là. Donc, ça fait que ce que ça peut nous dire, par exemple, ici, il y a le sulfate, le dépôt de sulfate, c'est que plus il y a de dépôts, bien plus ça risque de favoriser, l'acidification va favoriser l'altération des minéraux et la libération des bases qui vont être lessivées vers le lac, en fait. Ici, c'est des dépôts, donc c'est ce qui est tombé de l'atmosphère, mais est-ce que tu as regardé aussi le soufre qui sort en même temps que les cations ou le soufre qui est dans ton lac? On n'a pas pu départager, non. On n'a pas fait cette partition-là, en fait.
une dernière question. Kelly. The sum of base cations, c'est quand tu as fait une relation avec en utilisant la somme de tout ça comme lettre. Oui. Donc ça, c'est, on a fait un calcul, donc on prend la somme ici. Mais comment c'est un multiple regression? Je comprends pas. Pardon? Juste clarifier en quoi c'est un multiple regression analysis. Comme est-ce que vous avez pris toutes les variables séparément? Là, pour faire mes calculs de budget, j'ai considéré chaque cation individuellement. Okay. Puis, tu as trouvé que le sodium tout seul expliquait mieux que tout additionné ensemble? Sodium, non, c'est pas que ça expliquait mieux, là. C'est que les variables que j'ai dans ma base, ça me permet d'avoir plus d'explications de variance pour le sodium. Oui. Parce que ça, c'est des relations de corrélation, là. Les variables qui vont être sélectionnées dans ces méthodes-là, ça va dépendre de la qualité des données que tu rentres, mais ça va dépendre aussi de la relation entre tes taux d'altération avec, pour un cation donné ou pour la somme des cations avec ces variables-là. Donc c'est ça qui va donner le pourcentage d'explication de variance. Merci beaucoup.